les confins de l'espace sont un mystère que nous essayons toujours de sonder. Mais pensons un peu plus près de chez nous. La Terre elle-même est le siège de plusieurs phénomènes curieux et effrayants, que toutes nos technologies de recherche et nos connaissances sophistiquées ne peuvent toujours pas expliquer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Comme d'habitude, tous les liens seront disponibles dans la description. Nuage de pollen massif. La vidéo d'un impressionnant nuage de poussière de pollen dans le New Jersey va certainement effrayer la plupart des personnes allergiques. Eric Henderson, du comté de Cumberland, a filmé l'émission massive de pollen après s'être rapproché de l'arbre, avec une lourde machine et l'avoir tapé plusieurs fois, libérant ainsi une tempête massive de pollen d'une couleur vert vif dans l'air. La vidéo a été publiée sur Facebook par la femme de Monsieur Henderson, Jennifer Henderson, où elle a été partagée plus de 100 000 fois. Quand mon mari m'a dit que le pollen était mauvais, j'aurais probablement dû le croire sur parole. C'est fou, a-t-elle légendé la vidéo. Le pollen est l'un des déclencheurs les plus courants des allergies saisonnières, selon Last Mind Allergy Foundation of America. Si jamais une personne allergique aurait été proche de l'arbre qu'a secoué Henderson, elle aurait probablement perdu la vie. Où le Pacifique et l'Atlantique se lient. L'océan Pacifique se situe entre l'Amérique de l'Est, l'Océanie et l'ouest de l'Asie. L'océan Atlantique quant à lui se trouve entre l'Europe, l'Est de l'Afrique et l'Amérique de l'Ouest. Ces océans, dont tant de mystères restent à élucider, continuent encore à fasciner les scientifiques et les géographes du monde entier. Cependant, pour ceux qui ne sont pas des experts, il y a une question qui se pose souvent. Où se rencontrent les océans Atlantique et Pacifique? Comment pouvons-nous les distinguer? Ne sont-ils pas simplement mélangés? Si vous vous êtes toujours demandé où se rencontrent les océans Atlantique et Pacifique, la réponse est simple. Ils se rencontrent au Cap Horn. Ce promontoire accidenté se trouve à l'extrémité sud de la Terre de Feu, un archipel situé à l'extrême pointe de l'Amérique du Sud. Le cap est notoirement difficile à naviguer, avec des courants et des vents violents et un temps imprévisible. Cependant, des vidéos circulent en ligne depuis un certain temps. La vidéo montre une division nette entre les eaux océaniques bleu foncé et vert foncé. La légende prétend que ce phénomène montre exactement où les océans Atlantique et Pacifique se rencontrent. Le post comprend également une vidéo, tournée depuis un bateau sur une grande étendue d'eau. La vidéo montre ce qui semble être de l'eau plus foncée et de l'eau plus claire qui se rencontrent en une ligne fortement démarquée. La vidéo a été visionnée plus d'1 million de fois en une semaine. Vous vous demandez sûrement pourquoi l'océan Pacifique et l'océan Atlantique ne se mélangent pas. L'explication est simple. Le Pacifique a une composition plus argileuse, l'Atlantique a plus de fer, et l'argile et le fer ne se mélangent pas. Aussi simple qu'impressionnant. Baleines et dauphins endormis. Les mammifères marins tels que les baleines et les dauphins passent toute leur vie en mer. Alors comment peuvent-ils dormir et ne pas se noyer? Les observations de grands dauphins dans les aquariums et les zoos, ainsi que de baleines et de dauphins dans la nature, montrent deux méthodes de base pour dormir. Ils se reposent tranquillement dans l'eau, verticalement ou horizontalement, ou dorment en nageant lentement à côté d'un autre animal. Les dauphins individuels entrent également dans une forme de sommeil plus profonde, principalement la nuit. On l'appelle le logging car dans cet état, un dauphin ressemble à une bûche flottante à la surface de l'eau. Lorsque les mammifères marins dorment et nagent en même temps, ils sont dans un état similaire à la sieste. En fait, les jeunes baleines et dauphins se reposent, mangent et dorment pendant que leur mère nage, les entraînant ainsi dans son sillage. Une position appelée nage en échelon. À ces moments-là, la mère dort également en mouvement. En fait, elle ne peut pas s'arrêter de nager pendant les premières semaines de la vie de son nouveau-né. Si elle le fait pendant un certain temps, le baleineau commencera à couler, car il n'est pas né avec suffisamment de graisse ou de lard pour flotter facilement. Un élan qui court sur l'eau. Ce n'est pas tous les jours que l'on est témoin de quelque chose de bizarre, mais si vous passez suffisamment de temps à l'extérieur et dans la nature, vous verrez sûrement quelque chose qui vous fera doublement réfléchir. Le cas d'aujourd'hui est celui d'un élan qui court sur l'eau. Ce n'est certainement pas quelque chose qui nous viendrait à l'esprit, comme étant vaguement possible. Nous savons tous qu'un élan est un animal très grand et très lourd. C'est pourquoi nous n'imaginerions jamais qu'il soit capable de courir sur l'eau. Mais il existe un clip vidéo très drôle d'un utilisateur de TikTok, Christy234, qui montre un grand élan qui court sur l'eau. Le clip, qui a été pris en Alaska, est plutôt une illusion d'optique. Il ne court pas vraiment à la surface de l'eau comme on pourrait le croire au premier abord. En réalité, l'élan court dans une eau peu profonde, mais comme il est très grand, on a l'impression qu'il traverse la surface de l'eau. La fin de l'arc-en-ciel. Depuis votre petite enfance, vous avez certainement été ébloui par la beauté des arcs-en-ciel. Mais une question se pose toujours. Où se finit-il? Le mythique fin de l'arc-en-ciel a été découvert un vendredi après-midi en Caroline du Nord, près de la ville de Thomasville. Une vidéo de l'endroit insaisissable a été postée sur Facebook par la photographe Caitlin Sebastian, de Winston-Salem, révélant que l'arc-en-ciel menait directement à l'Interstate 85, à environ 130 km au nord-est de Charlotte. Aucun pot d'or ni aucune route de briques jaunes n'ont été localisés comme disait la légende. Cependant, Sébastien dit que cela s'est avéré magique d'une manière mystérieuse.
Sébastien a déclaré à McClatchy News qu'elle et son fiancé, Katie Williams, conduisaient sur l'Interstate 85 lorsqu'ils ont entendu le grondement du tonnerre. Puis ils ont franchi une légère colline et se sont retrouvés face à un mur de couleurs. Une photo montre que c'était un mélange de rose, de bleu, de jaune et de violet, ainsi que des couleurs qui n'ont peut-être pas de nom. C'est l'un des moments que vous n'oublierez jamais, a déclaré Sébastien dans un courriel. Cela nous a en quelque sorte arrêtés dans notre élan. On se rappelle qu'on était enfant et qu'on se demandait toujours ce qu'il y avait au bout de l'arc-en-ciel, et que le bout de l'arc-en-ciel nous est tombé dessus comme ça. Ça nous ramène vraiment dans le passé. Les deux hommes qui suivaient un véhicule conduit par leur ami Tony Ambler se sont rapidement arrêtés et le trio a commencé à enregistrer une vidéo. Ce qui est habituel pour Sébastien, propriétaire de Sébastien Real Estate Photography. Puis ils sont retombés dans leur voiture, et bien sûr ont roulé tout droit vers la fin de l'histoire. Et qu'ont-ils trouvé? C'est là que ça devient un peu mystérieux. Il disparaît en quelque sorte lorsque vous le traversez, a-t-elle déclaré à McClatchy News. Je me souviens avoir toujours entendu dire qu'il y avait un pot d'or au bout de l'arc-en-ciel quand j'étais enfant. Je me souviens même avoir essayé de trouver la fin de l'arc-en-ciel à chaque fois que j'en voyais un, mais toujours en vain. Que l'arc-en-ciel ait disparu quand ils y sont entrés est parfaitement logique. Les arcs-en-ciel ne se forment que dans un mélange parfait de lumière solaire et de pluie, vu de loin, selon scientifiqueamerican.com. Lorsque la lumière du soleil frappe une goutte de pluie, elle ne se déplace pas aussi rapidement à travers l'eau qu'à travers l'atmosphère. Elle se courbe donc un peu, explique le site. Lorsque la lumière frappe la pluie sous le bon angle, elle est réfractée à travers une goutte de pluie, et dans nos yeux, qui nous permet de voir un arc-en-ciel. Des vagues carrées. Avez-vous déjà observé une vague de forme quadrilatérale dans l'océan? Si oui, vous avez été témoin de vagues carrées. La plupart des vagues atteignent le rivage et se brisent horizontalement et parallèlement à la ligne de côte. Cependant, dans certaines régions du monde, vous pouvez remarquer la création d'un motif en forme d'échiquier à la surface de l'eau. Ce phénomène est rare mais extrêmement dangereux. En regardant ces vagues d'en haut, on a l'impression qu'il existe une grille sous-marine qui forme des ondulations de forme carrée. Vous pouvez facilement repérer cet étrange motif en montant au sommet d'un phare ou d'une falaise, ou en faisant voler un drone au-dessus de la zone. Cependant, les ondes carrées ne résultent pas d'une quelconque circonstance qui se déroule sous l'eau. Elles sont plutôt le résultat de la façon dont l'eau se déplace. En d'autres termes, les vagues carrées résultent de l'intersection de deux mers, également connues sous le nom de vagues croisées ou grillagées. La porte de l'enfer. L'explorateur et aventurier Georges Courronnier a vécu de nombreuses expériences mémorables dans des environnements naturels extrêmes. Il a poursuivi des tornades dans le Midwest américain, nagé avec des piranhas au Venezuela, et s'est même marié sur le cratère d'un volcan en éruption dans le sud du Pacifique. Mais un récent trek dans la région reculée du Turkménistan pourrait bien être l'une de ses expéditions les plus passionnantes. C'est probablement la seule expédition où il a admis se sentir un peu comme une pomme de terre dans le four. Courronnier a été le premier à descendre dans une fosse de feu de 30 mètres de profondeur, connue sous le nom de Porte de l'Enfer. La Porte de l'Enfer est un cratère dans un grand champ de gaz naturel, qui brûle depuis des décennies. On raconte qu'une plateforme pétrolière soviétique est tombée dans le cratère en 1971, et qu'un géologue a décidé de s'en débarrasser en mettant le feu à la fosse. Les flammes alimentées par du gaz continuent de brûler jusqu'à présent. Courronnier et son équipe n'ont pas été en mesure de vérifier l'histoire cachée derrière le puits, mais ils ont définitivement confirmé l'existence de ce site singulier et assez remarquable. La dépression de Danakil. La dépression de Danakil s'est formée à partir de la dérive continentale des plaques tectoniques africaines et asiatiques, et s'éloignant les unes des autres à raison de 1 à 2 cm par an. Les plaques ont laissé derrière elles une dépression géologique, connue sous le nom de dépression de Danakil, ou dépression d'Afar. La dépression de Danakil se trouve à la triple jonction entre 3 plaques tectoniques. La dépression des Afars s'étend sur le Djibouti, l'Érythrée et la région des Afars en Éthiopie. La partie nord de cette dépression est la dépression de Danakil, qui se situe à plus de 100 mètres en dessous du niveau de la mer et contient certains paysages les plus extraordinaires du monde. Au-delà de sa géologie fascinante, le Danakil détient les clés de certaines questions les plus profondes de la biologie. En 1974, des chercheurs ont découvert les restes de Lucie dans la dépression du Danakil, un ancêtre précoce de l'homme moderne datant de 3,2 millions d'années, aujourd'hui exposé au musée national d'Addis Abeba. Les sources acides du cratère d'Alal ont attiré les scientifiques à la recherche de microbes extrémophiles, qui cherchent à comprendre les origines de la vie sur Terre, ainsi que les possibilités de vie sur Mars. Mannequins de parachutisme et réservoirs gonflables. Les Allemands savaient qu'à un moment donné, les Alliés lanceraient une invasion de l'autre côté de la Manche, mais ils ne savaient pas exactement où et quand elle aura lieu. Dans le cadre de leurs préparatifs pour le jour J, les Alliés ont élaboré un plan de déception pour détourner l'attention de la Normandie. Le plan de déception pour le jour J avait pour nom de code Opération Fortitude, et faisait partie d'une stratégie de déception globale plus vaste. L'opération Bodyguard. L'opération Fortitude comportait 2 parties. Fortitude Nord,
qui devait faire croire aux Allemands que les Alliés allaient lancer une attaque sur la Norvège, et Fortitude Sud, qui devait convaincre les Allemands qu'une invasion aurait lieu au nord-est de la Normandie, dans le Pas-de-Calais. Les vrais chars étaient remplacés par des chars factices lorsqu'ils étaient déplacés de leur zone d'attente. Les leurres gonflables ont fait croire aux Allemands que les Alliés avaient plus de chars qu'ils n'en avaient en réalité, et ont contribué à masquer le fait que les derniers préparatifs de l'invasion étaient en cours. Les techniques de tromperie utilisées en préparation du jour J avaient déjà été utilisées en Afrique du Nord, en 1941-1942, et avant les débarquements en Italie en 1943. Chute d'eau sanglante. Pendant plus de 100 ans, un phénomène naturel plutôt étrange nous a tous mystifiés. Personne n'a pu comprendre pourquoi les chutes de sang en Antarctique sont rouges. Le puzzle a récemment été reconstitué grâce à des chercheurs de l'université d'Alaska Fairbanks et du Colorado College. Mais au cas où vous ne seriez pas au courant, revenons un peu en arrière. Qu'est-ce que les chutes de sang? Et pourquoi nous avons été si obsédés par elles pendant toutes ces années? Découvertes par des géologues en 1911, les Blood Falls sont une chute d'eau rougeant de 5 étages qui se déverse du glacier Taylor, dans les vallées sèches de McMurdo, en Antarctique, et se jette dans le lac Bonney. En réalité, l'histoire des chutes de sang remonte à bien plus loin que cela. Il y a 2 millions d'années, le glacier Taylor a piégé sous lui une minuscule masse d'eau située à environ 400 mètres de profondeur. Cette eau abritait une communauté de microbes, et comme ils vivaient dans un isolement total, ils ont évolué d'une manière très curieuse. Il n'y avait ni lumière ni oxygène, et très peu de chaleur, un environnement des plus extrêmes. Le lac qui en a résulté et qui a été piégé pendant toutes ces années contenait une forte salinité et beaucoup de fer. Le fer s'est retrouvé dans l'eau parce que les glaciers raclent le substrat rocheux sous le lac. C'est une fissure dans le glacier qui a permis à ce lac piégé de finalement s'écouler. Un autre mystère en soi, avec une température moyenne de 1,4 degrés Fahrenheit et peu de fonte en surface. Comment ce glacier peut-il être traversé par de l'eau? Lorsque les scientifiques ont découvert la cascade pour la première fois, elle était gelée. Ils soupçonnaient que la couleur rouge effrayante provenait des algues. Cependant, il a été récemment découvert que la teinte rouge sang provient plutôt du premier contact de l'eau riche en fer avec l'air. Fait amusant, un processus d'oxydation similaire se produit dans notre propre corps, lorsque notre sang salé et rempli de fer entre en contact avec l'air et devient rouge. Voilà comment l'un des mystères de l'Antarctique a été résolu. L'océan en feu. Si vous pensiez que le plus gros incendie de juillet serait dû au feu d'artifice de la fête de l'indépendance, détrompez-vous. Cela semble être quelque chose qui ne pourrait apparaître que dans un film. Mais un jour, ce fut la réalité. L'océan était en feu. Une fuite de gaz à l'ouest de la péninsule mexicaine du Yucatan s'est échappée d'un gazoduc sous-marin, provoquant l'apparition de flammes vives qui sont remontées à la surface du golfe du Mexique, et ont créé ce que beaucoup ont décrit comme un œil de feu. Le gaz a commencé à s'échapper du gazoduc dans le détroit de Campeche, vers 5h15 un vendredi. Selon une déclaration de la société propriétaire du gazoduc, Petróleos Mexicanos, également connu sous le nom de Pemex, le vendredi 2 juillet vers 5h15, un gazoduc de 12 pouces situé sous le détroit de Campeche, dans le golfe du Mexique, a laissé échapper du gaz dans l'océan. Selon Pemex, le monopole pétrolier mexicain qui gère le gazoduc. La fuite de gaz a déclenché un incendie qui s'est rapidement transformé en un spectacle choquant. Un anneau de feu au milieu de l'océan. Les images des vidéos de l'incendie flottant ont rapidement fait surface, provoquant une inquiétude mondiale. Sur de nombreuses photos, on peut voir le feu entouré de bateaux qui tentent d'éteindre les flammes, en utilisant une combinaison d'eau et d'azote, comme l'indique le rapport de la Commission européenne. Un vrai spectacle. Lave bleue. Avez-vous déjà entendu parler d'un volcan à lave bleue? Voyagez sur l'île indonésienne extrêmement peuplée de Java, et vous verrez l'un des sites archéologiques les plus remarquables. L'Hygiène est célèbre pour son soufre qui brûle en créant l'illusion d'une lave bleue. Aucun autre endroit au monde ne lui ressemble. Ce n'est pas la seule attraction volcanique unique de Java. Il abrite également la dévastatrice coulée de boue de Sidoarjo, ou coulée de boue de Lucie. Un volcan de boue, qui a détruit de nombreuses maisons et qui était probablement d'origine. Le volcan de boue Lucie est susceptible de continuer à entrer en éruption pendant de nombreuses années encore. L'Islande est le seul volcan au monde où l'on peut descendre et s'aventurer à l'intérieur de ses chambres magmatiques épuisées. Retournons à la lave bleue qui n'est pas vraiment bleue. C'est plutôt le feu bleu, ou feu de soufre qui résulte du soufre libéré lors de la combustion. Elle brûle comme une flamme bleue électrique qui a l'apparence illusoire de la lave. Il s'agit d'un phénomène rare dans le monde. Le volcan Kawah Ijen, en Indonésie, étant le plus connu et le plus documenté au monde. Les feux y brûlent régulièrement. Eau lumineuse, vous pensez avoir tout vu? Il vous reste la beauté de l'étincelle de mer qui doit être vue pour être crue. Découvrez alors ce qu'il en est. Avez-vous déjà entendu parler de la bioluminescence, cette merveille naturelle de l'océan? C'est lorsque la mer scintille d'un bleu, d'un vert ou d'un rouge fluo. Ce spectacle magnifique est à inscrire sur la liste des choses à voir avant de mourir. L'océan peut briller et scintiller comme des étoiles dans le ciel, grâce à un processus chimique naturel appelé bioluminescence.
qui permet aux êtres vivants de produire de la lumière dans leur corps. Les créatures marines comme certains poissons, calmars, minuscules crustacés et algues produisent de la bioluminescence pour confondre les prédateurs, attirer les proies ou même séduire des potentiels partenaires. Nous, les humains, pouvons être témoins de ce phénomène naturel. Lorsqu'il y a beaucoup de bioluminescence dans l'eau, généralement à cause d'une prolifération d'algues de plancton. La mer bioluminescente brille lorsqu'elle est perturbée par le déferlement d'une vague ou d'une éclaboussure dans l'eau la nuit. Les événements de scintillement de la mer par efflorescence d'algues sont causés par des conditions de mer calme et chaude. Mais vous pouvez voir des taches de bioluminescence lorsqu'elles sont créées à proximité par une créature marine productrice de lumière. Des lumières nocturnes scintillantes ont été photographiées dans toute l'Australie, y compris en Australie méridionale. Vous serez impressionnés. Les puces de sable émergent. Du soleil, des vagues, du sable et des piqûres d'insectes. Croyez-le ou non, même les plages les plus vierges peuvent abriter une foule d'insectes. Plusieurs vidéos circulent sur internet montrant des créatures bizarres émergeant du sable, comme des puces de cheveux. Les puces de sable ne sont pas du tout des puces ou des insectes. Ce sont de minuscules crustacés. On les appelle puces de sable en raison de leur morsure, qui ressemble à celle d'une puce ordinaire. Ces bestioles s'enfouissent dans le sable et leurs piqûres provoquent des démangeaisons et sont inconfortables pour certaines personnes. Pour éviter les piqûres de puces de sable, ne vous asseyez pas directement sur le sable. En fait, il est préférable de ne pas poser votre serviette directement sur le sable, mais de vous détendre dans un endroit surélevé, comme une chaise longue. Une forêt qui respire. Avez-vous déjà entendu parler de la respiration d'une forêt? Eh bien, une vidéo effrayante a fait surface sur internet, montrant une forêt dense qui se soulève et s'affaisse comme si elle respirait réellement, comme un être humain. Cette vidéo étrange d'une forêt qui se soulève a déconcerté des millions d'utilisateurs de médias sociaux, qui se grattent la tête à la recherche d'une raison possible derrière ce phénomène bizarre. Non, cette force mystérieuse n'est pas due à un tremblement de terre, à la magie ou même à un effet spécial. C'est tout simplement le vent. En partageant la vidéo, une page Twitter intitulée Science, Space and Nature a écrit « La forêt qui respire, c'est le résultat d'un excès d'espace sous le système racinaire d'un arbre et de vent fort. Le vent souffle sur les arbres et tire alors leur système racinaire d'avant en arrière, provoquant ainsi ce phénomène. Les technologies de recherche dont nous disposons aujourd'hui, le grand collisionneur de Hadron du CERN par exemple, dépassent tout ce que nous aurions pu imaginer jusqu'à présent. Malgré cela, il est parfois un peu décourageant de constater tout ce que nous ne savons pas encore. Alors abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus de choses. À bientôt!